Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de me donner l'occasion d'échanger avec vous autour de la question de l'inclusion et de l'accessibilité. Alors, il m'a semblé intéressant, puisqu'il va être question de la formation ultérieurement, d'appréhender la question de ce qu'on appelle l'inclusion euh, à, l- à l'aune des droits pédagogiques qui ont été formulés il y a une trentaine d'années maintenant par un sociologue britannique qui s'appelle Basil Bernstein. Et cette approche me paraît intéressante parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un certain nombre d'ambiguïtés quand on parle d'école inclusive et un certain nombre d'injonctions paradoxales auxquelles sont confrontés les acteurs. La première ambiguïté, me semble-t-il, c'est que on dit que l'école inclusive est une école soucieuse de la réussite de tout élève, mais on parle d'inclusion scolaire, comme si euh, la question de la réceptivité du système éducatif à la diversité des profils des élèves correspondait à 2% de la population scolaire, ceux reconnus handicapés, ceux avec PPS. Donc, c'est paradoxal de dire nous voulons une école soucieuse de la réussite de chacun, mais ça ne concerne que 2% de la population. Difficile de former les enseignants et de leur faire comprendre que la forme scolaire telle qu'elle s'est développée en France ne correspond peut-être plus à certaines exigences des mutations que traversent nos sociétés. Et je fais partie prenante du projet ASPI Friendly qui a été énoncé par la ministre. Et ce dont je vais vous parler, c'est un peu le cadre que l'on a développé pour évaluer l'impact du dispositif. Autre injonction paradoxale, si vous voulez, c'est que on parle du droit à l'éducation, mais qu'on ramène ce droit à l'éducation à l'autodétermination. La conséquence en est que finalement, on réinvente le handicap, au sens où l'on fait de l'autodétermination un référentiel normatif. Je vais prendre l'exemple d'entretien qu'on a mené récemment, où une personne qu'on avait interrogée sur l'accès au droit nous disait ah non, si la personne n'est pas autodéterminée, elle ne peut pas accéder au droit. Une autre personne disait que une personne autodéterminée, elle va pouvoir accéder à certains types de soutien. Une personne qui n'est pas autodéterminée ne le pourra pas. Donc finalement, on fait de l'autodétermination non pas une ressource, mais une fin et un référentiel autour duquel on va distinguer les bons des mauvais. Les non autodéterminés allant être considérés comme handicapés. Et c'est là que la notion de droit est intéressante. Pourquoi? Parce que la notion de droit, telle que par exemple énoncée dans la Convention des Nations Unies, euh, consacre un droit d'accès à l'éducation. Et ce droit d'accès comprend aussi bien les apprentissages que la pratique civique. Et ce droit d'accès, si vous voulez, est quelque chose qui est fondamental parce que il relève de l'individu. Quand on parle de droits dans la Convention des Nations Unies, c'est des droits dont sont porteurs les individus en tant que tels. Et ce droit convient ou revient
à admettre que la promesse qui caractérise le pacte républicain réside dans la possibilité donnée aux élèves d'agir comme des acteurs de la vie démocratique et de se penser et d'agir comme des sujets de droit, non pas comme des handicapés. Et c'est là, si vous voulez, que raisonner en termes de droit revient à faire de l'accessibilité une propriété sociale. C'est-à-dire ce à travers quoi on va pouvoir conjuguer l'accès aux droits avec l'exercice des droits. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut très bien, comme on le verra, accéder au droit à l'éducation sans être en position d'exercer le métier d'étudiant ou le métier d'élève. Ce qui revient à dire que ce qui fait fondamentalement, me semble-t-il, l'école inclusive et plus généralement la société inclusive, c'est la manière dont se conjugue l'accès aux droits avec l'exercice des droits. L'avoir des droits et l'être des droits, qui sont deux choses qui sont totalement complémentaires et qui, si elles ne sont pas articulées, risquent d'être source de vulnérabilité pour les individus et de déliaison pour les sociétés. Et c'est là que peut-être, plutôt que de parler de mission handicap, il peut être judicieux de parler de mission accessibilité. Plutôt que de parler de référent handicap, il peut être judicieux de parler de référent accessibilité. Parce que la concrétisation des droits suppose l'accessibilité de la société. Et cela suppose un glissement de perspective majeur, puisque l'on ne peut pas reconnaître des droits aux personnes sans s'interroger sur les possibilités données aux personnes d'exercer ces droits. Et donc, ce n'est plus la normalisation des individus qui est en jeu, mais la normalisation des environnements. Et c'est à ce titre-là, me semble-t-il, que l'accessibilité constitue une propriété sociale par laquelle toute personne dispose d'un droit d'accès à la citoyenneté. Droit d'accès à la citoyenneté qui se matérialise parce que les personnes disposent des formes de protection nécessaires à leur sécurité et ont des relations ou sont à parité de participation avec autrui. C'est-à-dire qu'elles peuvent se penser comme des pairs et peuvent être vues comme des pairs, PIARS. Donc le raisonnement en termes de droit me paraît important. L'objectif, si vous voulez, ce n'est pas de former des professionnels d'appui à l'autodétermination. L'objectif, c'est de permettre aux personnes d'exercer les droits qu'on leur reconnaît. Et c'est à ce titre-là que les droits pédagogiques de Basil Bernstein me paraissent intéressants. Parce que il y a trois droits. Le premier droit, c'est le droit à la capacitation. Le second droit, c'est le droit à l'inclusion. Et le troisième droit énoncé par Basil Bernstein, c'est le droit de participer. Ces trois droits qui correspondent tout à fait à l'ambition inclusive telle qu'on la retrouve dans les textes. Mais vis-à-vis de laquelle il y a des ambiguïtés, parce que quand on parle d'inclusion, on ne la corrèle pas toujours à l'exercice des droits. Or, l'inclusion, ça va plus loin que permettre l'accès aux dispositifs de droit commun. Alors, le droit à la capacitation
que reconnaît Basil Bernstein est un droit qui est particulièrement intéressant. Alors, voulez-vous bien être la maîtresse du temps? Parce que reconnaître un droit d'accès opère un glissement de perspective radical, puisque ça revient à admettre qu'il n'y aurait pas de limite à l'exercice des droits liés à une particularité, à une déficience ou à un trouble. Tout au long du XXe siècle, si vous voulez, on reconnaissait des droits aux capables, à ceux qui étaient à même de les exercer. Or, reconnaître des droits individuels, reconnaître les individus comme des porteurs de droits, c'est remettre en cause l'idée qu'il puisse y avoir des personnes que l'on priverait des droits parce qu'elles seraient incapables. Et se revient à dire que reconnaître des droits, c'est consacrer une anthropologie de la potentialité. Anthropologie de la potentialité qui remet en cause l'opposition capable-incapable, autour de laquelle s'est construite l'ambition intégrative, au profit d'une distinction qui spécifie les personnes typiques des personnes atypiques dont l'incomplétude nécessite une normalisation de l'environnement. Et c'est pour ça, par exemple, que l'OMS a remis en cause la notion d'incapacité au profit de la limitation d'activité. L'incapacité est une notion qui d'après l'OMS, qui méconnaissait les possibilités développementales des individus. Là où la limitation d'activité reconnaît qu'un individu peut très bien ne pas être en position d'exercer une activité à un temps T, mais cela ne veut pas dire qu'avec les soutiens adéquats, elle n'en soit pas capable. Et c'est là que la notion, le droit à la capacitation me paraît important, parce que ça revient à reconnaître aux individus le droit à une habilitation sociale. Il n'y a pas de, si vous voulez, on ne peut pas exercer, on ne peut pas être citoyen, on ne peut pas être à parité de participation si on n'est pas habilité à agir et à se penser comme tel. Et cette habilitation, elle est scolaire, et ça renvoie aux résultats. En quoi les aménagements et les soutiens permettent-ils à l'élève d'être à égalité de chance avec les autres? On n'en sait rien à l'heure actuelle. On parle de dispositifs, mais on ne sait pas en quoi les dispositifs permettent aux personnes de faire ce qu'elles sont censées faire. L'habilitation est sociale, et cela revient à permettre l'inscription sociale, réfléchir aux formes d'inscription sociale auxquelles accèdent les personnes. Dans le travail que j'ai mené sur l'accès à l'enseignement supérieur et à l'emploi, on voyait bien qu'on met l'accent sur le pédagogique, mais pas sur le social. Et que souvent les élèves, tout comme les étudiants, ne se jugent pas inscrits ou intégrés dans la vie universitaire, etc. etc. L'habilitation, elle est identitaire lorsque il était question d'obstacles. Les obstacles, ce ne sont pas des obstacles. Les obstacles, ce sont des dénis de reconnaissance. Ce à travers quoi on signifie aux personnes qu'elles sont de moindre valeur et de moindre respectabilité. Et elles érodent le rapport à soi. Et je pense aux entretiens que j'ai menés avec des personnes qui disaient qu'un projet, ça n'avait pas de sens, parce que de toute façon, ils étaient déjà bien contents de ne pas avoir d'ennui au temps T, se projeter dans un temps T plus 1, ça faisait absolument pas sens. Donc, ce qui fait que les personnes se trouvaient enfermées dans leur particularité. Et puis, l'habilitation narrative, c'est être à même de se penser soi-même comme un autre, ou
Et c'est là qu'intervient, si vous voulez, la fonction de conversion de l'accessibilité. L'enjeu, ce n'est pas uniquement de compenser, d'adapter, mais de s'interroger sur les possibilités données aux personnes de faire ce qu'elles sont censées faire. En quoi l'aménagement des examens, qui constitue grosso modo 70% des soutiens attribués aux étudiants, leur permettent-ils d'exercer le métier d'étudiant? Parce que si on ne s'interroge pas là-dessus, l'aménagement d'examen devient une fin en soi. Et en tant que fin en soi, on persiste à être dans une logique compensatoire. On fait de l'aménagement d'examen un révélateur du handicap et quelque chose que les étudiants veulent éviter parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils bénéficieraient de ces soutiens-là si ça conduit à les pénaliser vis-à-vis d'autrui. Donc, en quoi place-t-on les personnes en position de faire ce qu'elles sont censées faire? Quel est l'effet capacitant du travail que nous réalisons? Autre dimension, c'est le droit à l'inclusion. Et le droit à l'inclusion, c'est un droit à la visibilité sociale. Et la visibilité sociale, si vous voulez, il faut que j'accélère un petit peu parce que le temps passe, peut être déclinée selon 4 manières. Le prendre part. En quoi les personnes peuvent-elles prendre part à la société? Aller à l'école. Aller à l'école, ce n'est pas uniquement aller à l'école. Pour nombre de parents, aller à l'école, c'est ce à travers quoi on mesure le niveau d'acceptabilité de son enfant. Et certains parents me disaient, il va à l'école, c'est très bien parce qu'on arrête de le voir comme un handicapé. Donc il y a le prendre part. Le prendre part, ça suppose effectivement de réfléchir aux formes d'égalité d'accès. Mais le prendre part ne suffit pas. Le prendre part nécessite de s'interroger sur le faire partie. En quoi la personne est-elle en position d'exercer le métier d'élève? Parce que si on ne s'interroge pas là-dessus, ça va être compliqué de conduire la personne à se penser comme un élève d'abord, et non pas comme une personne en difficulté, et ça va être compliqué de conduire les camarades à voir l'élève comme un élève. Quelqu'un qui ne peut pas réaliser les mêmes tâches que les autres est quelqu'un qui est en difficulté. Or, dans le travail que j'ai fait sur la transition juvénile, il n'y a que 30% des lycéens que nous avons interrogés qui disent que les soutiens et les aménagements dont ils ont bénéficié leur permettent d'effectuer les mêmes tâches que les autres. Ça veut dire que dans 70% des cas, on les aide, mais ces aides ne leur permettent pas d'exercer le métier d'étudiant ou de lycéen. Troisième dimension, les formes d'émancipation. Je veux dire, en quoi les soutiens et les aménagements, en quoi les pratiques pédagogiques permettent-elles à la personne de prendre les responsabilités qui sont liées au métier d'élève? Parce qu'être un élève, ce n'est pas uniquement être passif, c'est s'engager dans des processus éducatifs. En quoi le permet-on? Dernière dimension qui caractérise le droit à l'inclusion, c'est le sentiment d'exister. En quoi l'élève est-il en position de se penser simultanément 10 camarades, compagnes, compagnons, etc. Nous accédons à des identités plurielles. Pour les personnes qui présentent une particularité, c'est beaucoup plus compliqué parce que très souvent, on leur demande de tout planifier. Et à partir du moment où vous planifiez tout, vous n'avez aucune forme de spontanéité. Et vous n'accédez pas à des espaces pluriels qui vous permettent de vous penser simultanément 10 compagnes, compagnons, collègues, camarades, etc., etc. Et c'est là qu'intervient la fonction fédératrice de l'accessibilité. Et là, l'accessibilité renvoie au prendre place de la personne. Se prendre place nécessite la prise en compte des savoirs d'usage. La question du tutorat ou des pairs n'a de sens que parce qu'elle permet de prendre en compte les savoirs spécifiques, les savoirs d'usage.
et prendre en compte les savoirs d'usage, c'est ce à travers quoi il va être possible aux uns et aux autres de se sentir responsable à l'égard d'autrui. Et c'est pour ça que l'accessibilité a une fonction fédératrice qui consiste à mobiliser des individus qui ont des capacités différentes autour de dimensions conjointes. Et puis, il y a le droit de participer. Le droit de participer, ça renvoie à l'engagement. Or, moi, je veux bien. Alors, l'engagement, c'est le pouvoir d'agir, c'est le mot-clé à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas de pouvoir agir sans vouloir agir. On peut reconnaître autant de pouvoir d'agir que l'on veut aux personnes. Si ce pouvoir d'agir ne fait pas sens, elles ne voudront pas agir. Et elles ne voudront pas agir si elles ne savent pas pourquoi et comment agir. Et c'est là que le droit de participer renvoie fondamentalement au sens de l'engagement. Quel sens prend l'engagement que l'on demande aux personnes ou que l'on reconnaît aux personnes? Et c'est là que ce sens de l'engagement renvoie aux possibilités d'engagement que se voient les personnes. Parce que ces possibilités d'engagement, ça permet de s'inscrire dans un futur. Ça permet de mettre en relation le passé, le présent et le futur. Ça permet de se penser en devenir. Et donc, comme se construisant. Ça renvoie aussi aux formes données à l'engagement. Je veux dire, la manière dont je vais pouvoir m'engager va conditionner ma volonté de m'engager. Si m'engager, par exemple, dans le cadre de stages, comme j'ai pu l'observer à propos des stages dans l'enseignement supérieur, etc., si aller chercher le café, faire les photocopies, etc., le stage ne présente aucun intérêt parce qu'il n'y a rien de capitalisable. Donc, les conditions d'engagement, et ça renvoie à la solidité des expériences, c'est-à-dire la disposition à l'engagement des individus est largement liée à la manière dont des leçons que nous avons tirées des expériences que nous avons faites. Si ces expériences ont été désastreuses, la défiance, la méfiance va prévaloir. Au contraire, si ces expériences ont été enrichissante, source de reconnaissance, on va oser y aller. Et c'est là qu'intervient la question de l'effet capacitant. Dernier élément, les composantes identitaires de l'engagement. Quelle est la garantie existentielle que j'ai à travers mon engagement? En quoi puis-je me juger différent comme tout un chacun? Si je n'ai pas ces éléments-là, l'engagement il va être compliqué. Et c'est là qu'intervient la fonction de sécurisation de l'accessibilité. C'est-à-dire que comment permettre à des personnes qui ont des capacités d'agir différentes d'avoir des pouvoirs d'agir équivalents. Et là, le rôle de l'accessibilité, l'effet capacitant, des aménagements, des soutiens, des pratiques pédagogiques va être crucial, parce qu'il va consister à conférer des pouvoirs d'agir équivalents à des personnes qui ont des capacités différentes, sachant que, par définition, nous avons tous des capacités différentes. Et c'est là que, si vous voulez, la question de l'accessibilité renvoie à la question de l'égalité, du principe d'égalité dans lequel sont placées les personnes. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que raisonner ou se saisir des droits pédagogiques de Bernstein permet d'associer l'école inclusive à la réinvention du système éducatif et son adaptation par rapport aux enjeux du XXIe siècle et à faire de la diversité une ressource pour le système éducatif et pour la société dans son ensemble. Voilà quelques références bibliographiques et je répondrai avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup.
Oui, alors je trouvais extrêmement intéressant l'intervention, surtout sur l'idée de normalisation des environnements pour rendre la capacité à tout un chacun de exercer son droit. Je voulais savoir, est-ce que vous travaillez avec des instances à l'extérieur du CNAM pour que cette idée-là puisse être diffusée dans la société? Parce que je trouve qu'on en est encore, par exemple dans le domaine de l'éducation, à gérer l'exception, et ça ne marche pas. Enfin, personnellement, je fais de l'accompagnement à des personnes en difficulté de type 10, disons, pour faire vite. J'étais formée au Royaume-Uni. Et depuis très longtemps, le problème se pose au niveau, au niveau par exemple, de l'école, de l'établissement même. Ils ont des politiques qui n'ont pas besoin de montrer patte blanche pour pouvoir accéder à tout. Alors, par rapport à votre première question, effectivement, bon, ma présence ici est une des manières d'échanger avec l'extérieur du CNAM. Sinon, je suis impliqué dans le développement d'un métier dont vous avez peut-être entendu parler, l'assistant au projet Parcours de vie, qui est un métier qui est centré sur le soutien à l'exercice des droits. Et donc, il y a déjà une soixantaine de personnes qui ont été formées, et puis bon, il y a une douzaine d'organismes de formation qui vont développer une offre de formation autour de ça. Donc, mais je crois, si vous voulez, par rapport à votre seconde question, vous avez raison de pointer la particularité du système français qui est seul en Europe. Je veux dire, il n'y a pas plus hiérarchisé, il n'y a pas plus centralisé que le système éducatif français. Il n'en reste pas moins que beaucoup de choses se font à l'échelon des établissements. Ces choses se font à l'heure actuelle sur le mode de ce que j'appelle le bricolage héroïque. On bricole, on trouve des solutions, etc. Mais le problème est que tout repose sur la bonne volonté individuelle et qu'il n'y a aucune forme de reconnaissance de ce bricolage héroïque. Et la reconnaissance de ce bricolage héroïque est d'autant moins forte, si vous voulez, qu'on ne raisonne pas en termes de droit. Je veux dire, on raisonne toujours en termes de compensation. Là où un des enjeux, c'est de raisonner en termes d'effet capacitant de la compensation. En quoi les AESH permettent-ils à l'élève d'exercer le métier d'élève? On n'en sait rien. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas, je dis qu'on n'en sait rien. En quoi l'AESH soutient-il l'enseignant, ou les EMAS soutiennent-ils les enseignants dans l'innovation pédagogique? Nous n'en savons rien, parce qu'on ne s'intéresse pas à l'effet capacitant. 50% des ordinateurs attribués par la CDAPH aux élèves ne sont pas utilisés. Parce qu'on attribue la compensation, on prescrit de la compensation, si vous voulez, comme on prescrit un médicament. Alors que l'enjeu est le glissement de perspective, et c'est là qu'intervient la différence entre adaptation et accessibilité. Adaptation, c'est mobiliser des moyens au regard des besoins, bon, dont on sait pas, dont on a une connaissance très imprécise, à un aménagement qui s'interroge sur les possibilités données aux personnes de faire ce qu'elles sont censées faire. Mais ces personnes, c'est aussi bien les enseignants. En quoi leur permet-on de différencier les pratiques pédagogiques? En quoi disposent-ils des soutiens? On le sait très bien que non. Bon, j'ai fait une analyse des mutations du spécialisé dans les 27 pays de l'Union européenne. Beaucoup de pays ont développé un ensemble de soutien à l'attention des établissements scolaires. Et pourquoi? Parce que,
en France, nous admettons que soutenir les élèves soutient le système. Ben non. Soutenir les élèves, c'est inviter le système à déléguer à des spécialistes ce que l'école ne veut pas. Et c'est là que tant qu'on ne raisonnera pas en termes d'accessibilité et donc de capacitation des acteurs à partir des moyens mobilisés, on sera en train de réinventer des choses parce qu'on n'aura pas les éléments d'information, on n'aura pas les données, on n'aura pas les routines, etc., nécessaires pour penser l'innovation que l'on propose et qu'on développe au quotidien. Et c'est là qu'il y a un enjeu, effectivement. Bon, par exemple, dans le projet ASPI Friendly, on a délibérément pris l'angle de l'accessibilité. En quoi les universités sont-elles à même de prendre en considération la diversité des profils pédagogiques. Donc, en quoi êtes-vous en position de? En quoi l'environnement vous permet-il de? Quelles sont les ressources dont vous disposez? Ce n'est pas en quoi êtes-vous capable ou incapable. Et c'est là que plutôt que de raisonner en termes de capable, je raisonne en termes de position. La personne est en position de faire ce qu'elle est censée faire. Elle est en position d'être vue comme un collègue. Elle est en position d'être vue aussi respectable et aussi estimable que tout un chacun. Merci beaucoup, Monsieur Bersol.